Allez, allons-y. C'est parti. Nous tenons à remercier l'agence Pilotine qui nous a gentiment permis d'utiliser la plateforme Livestorm. Et donc, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de communication responsable. C'est un terme qu'on a déjà tous entendu, mais qui reste relativement flou. Donc, nous vous proposons d'éclaircir la signification de ce terme. Nous allons vous proposer, afin d'éclaircir cette notion, différents reportages, vidéos et interventions. Nous avons le plaisir de recevoir deux membres de l'agence Pilotine, Paul Fresnel et Julien Maurice-Chevalier, mais également Gaëlle Brière, cofondatrice de l'agence Muscade, une agence de communication éco-responsable, Anne Schlierer, professeure spécialisée sur les questions d'éco-responsabilité dans le monde de la communication, et enfin Alex Carmona, freelance pour l'agence Solia. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, il est destiné à ça et nous essayons d'être le plus réactifs possible. Entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la communication éco-responsable ? Nous vous avons directement posé la question. Honnêtement, je ne sais pas réellement ce que c'est. Pour moi, c'est une notion assez abstraite. C'est parler de la société, de l'économie, de l'environnement. Discuter des aspects sociétaux et environnementaux. C'est être acteur des conséquences engendrées par notre communication. C'est une communication qui prend en compte les atouts et les défauts de l'équipe qui travaille sur la dite communication. C'est une communication qui sait être honnête, c'est-à-dire qu'elle sait mettre en avant les avantages d'un produit, mais elle sait aussi en présenter les limites. Quand on fait passer une info et que l'info est respectée. C'est laisser un impact positif dans toute communication. C'est un moyen simple de communiquer, mais qui a un gros impact. Je pense à des moyens et des processus de communication plus respectueux de l'environnement et de l'humain. C'est utiliser des supports de communication responsables de l'environnement. Utiliser des outils qui soient peu impactants pour l'environnement autant que possible. Et favoriser la communication digitale. Ce serait les communications qui utilisent des serveurs verts. Et peut-être même des pros engagés à responsabiliser le secteur sur des techniques plus adaptées. C'est une communication qui peut être gérée et à la fois autonome. Permettre à chacun de donner son propre point de vue et qu'il soit respecté par les autres. C'est l'impact carbone que peut avoir les moyens de communication. Une communication qui respecte une certaine éthique, mais aussi qui a un sens moral. Le communicant serait entre le fabricant et le consommateur et nous donnerait toutes les clés du produit, nous permettant de consommer en pleine conscience. Une communication mieux orientée par rapport à la planète. Et qu'on soit transparent sur tout ce qu'on fait au niveau avant ou même pendant un événement. C'est un moyen de sensibiliser les gens sur différentes thématiques. C'est une communication respectueuse de l'environnement. Communiquer sur l'environnement. Sur l'environnement. L'environnement. Tout ce qui est environnement, écologie. Tout ce qui touche à l'écologie. L'écologie. Les enjeux aussi du développement durable. Le recyclage. Se concerter les uns et les autres pour sauver la planète. Une entreprise doit et devrait faire attention à son impact écologique. Entreprises qui prennent en considération les changements environnementaux. Je pense que je pourrais traduire ça comme une stratégie RSE, qui est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Oui, la communication responsable, c'est bien plus que ça. Mais comme vous avez pu le constater, des choses ont été dites. À travers ces témoignages, on va alors faire le point ensemble pour dégager une définition précise de la communication responsable. Concrètement, la communication éco-responsable, c'est une démarche visant à réduire les impacts environnementaux des pratiques liées au métier de la communication tout au long de leur cycle de vie, à savoir la consommation de ressources naturelles. On entend par là l'énergie, le papier, le transport, les emballages. La pollution liée au transport est une chose qui est à part, mais qui entre aussi en ligne de compte. L'utilisation de produits dangereux, comme l'encre ou les solvants, et puis la production de déchets. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle concerne aussi le message transmis. Celui-ci doit être transparent et respecter les règles de la RPP, ne doit pas utiliser ni encourager des stéréotypes ou toute forme de discrimination ou d'intolérance, doit éviter toute idée de soumission, dépendance ou violence et ne doit pas porter atteinte à la vie privée d'une personne, doit respecter la loi informatique et la liberté, ainsi que la loi RGPD. La communication éco-responsable repose aussi sur le choix des prestataires, puisqu'il est important de favoriser des prestataires locaux et engagés dans une démarche éco-responsable. Cette communication éco-responsable est aussi à la croisée de tous les métiers,
autant en interne qu'en externe d'une entreprise. Ce sont tous ces éléments qui permettent de définir si une communication est ou non responsable. Maintenant que les bases sont posées, entrons dans le vif du sujet en démarrant notre première partie. Pour commencer, nous vous proposons de remonter le temps et de dérouler chronologiquement l'histoire de la communication éco-responsable, de découvrir les grandes dates et les fondements de ce type de communication. La communication responsable émerge au début des années 2000, notamment avec la loi NRE, Nouvelle Régulation Économique, qui ordonne à 700 grandes entreprises françaises cotées de faire état des conséquences sociales et environnementales de leurs activités et de les inscrire dans leur rapport annuel de gestion. Cette démarche incite donc les entreprises à mettre en place une stratégie de RSE sans pour cela modifier leur fonctionnement. Le Grenelle de l'environnement, initié en 2007, peut être considéré comme le véritable point de départ de la communication responsable. Cet ensemble de rencontres politiques comporte en effet un volet dédié à la communication. L'autorité de régulation professionnelle de la publicité, fondée en 1901, développe deux nouvelles instances. Le Conseil paritaire de la publicité, instance de concertation, et le jury de déontologie publicitaire, instance de contrôle. Elles viennent s'ajouter au Conseil de l'éthique publicitaire, instance de réflexion créée en 2005. Sa mission est donc de favoriser une publicité loyale, véridique, saine et respectueuse, en surveillant et analysant les messages publicitaires dans tous les domaines et sur tous les canaux, tout en respectant bien sûr la liberté d'expression des professionnels. La loi Grenelle II met en œuvre les engagements du Grenelle de l'environnement. L'article 225 aborde la transparence des entreprises en matière environnementale et sociale. Les entreprises doivent maintenant réfléchir à l'impact de leur communication sur le long terme. Elles ont par exemple l'obligation d'établir un reporting avec un bilan de gaz à effet de serre, un bilan social et environnemental, et d'accroître les informations à destination du consommateur avec notamment l'étiquetage environnemental des produits. L'Organisation internationale de normalisation, nommée ISO, est une ONG chargée de mettre en place des normes d'application volontaire, couvrant pratiquement tous les aspects des technologies et de la production et apportant des solutions aux enjeux mondiaux. La norme ISO 14021 de 2016 spécifie les exigences relatives aux autodéclarations environnementales, y compris les mentions, symboles et graphiques concernant les produits. L'Union des marques, anciennement Union des annonceurs, joue un rôle important dans le secteur de la communication responsable. Sa mission est de conseiller et d'assister ses adhérents. En janvier 2018, l'Union des marques lance le programme FAIR, qui succède à la charte d'engagement des annonceurs pour la communication responsable de 2007. Ce programme propose 15 engagements aux annonceurs adhérents, notamment l'élaboration responsable des messages publicitaires, l'éco-socio-conception des supports, la diffusion maîtrisée de la communication, la prise en compte de l'ensemble des publics, ou encore les relations responsables avec les partenaires. En 2020, à l'échéance du projet, l'UDM présente FAIR 2020 Tous activistes, la première matinée de la communication et du marketing responsable. Le Règlement général de protection des données encadre la gestion des informations personnelles des utilisateurs par les entreprises depuis le 25 mai 2018. La collecte et le traitement des données personnelles doit respecter la vie privée des acteurs concernés. Les entreprises doivent garantir la pertinence, la transparence, le respect des droits, la maîtrise, la gestion des risques et la sécurité des informations sous peine de sanctions. Le 4 juin 2018, le label RSE Agence Active est créé par la Commission Développement Durable, fondée depuis 10 ans par l'AACC, l'Association des agences conseils en communication. Cette grande institution a pour mission de défendre et promouvoir les métiers de la communication. Le label est décerné aux agences qui valident une vingtaine de critères différents et certifie alors que leurs engagements et leurs actions s'inscrivent dans un mouvement collectif de responsabilité sociale et environnementale. Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises est promulgué le 22 mai 2019. L'un de 74 articles qui composent cette nouvelle loi redéfinit l'objet social de l'entreprise qui doit désormais être
géré dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ce projet qui modifie le Code civil est un message fort, amplifié par les grandes entreprises qui montrent l'exemple, comme Atos ou Veolia. Les entreprises ne peuvent plus ignorer leur environnement et sont incitées à ne plus être guidées par une seule raison d'avoir, mais également par une raison d'être, c'est-à-dire l'expression de ce qui est indispensable pour remplir l'objet social. L'ADEME, Agence de la transition écologique, créée en 1991, est un acteur majeur de l'éco-communication à plusieurs titres. En tant qu'agence en charge de dispositifs de communication, en tant qu'expert et en tant qu'organisme d'État. En 2020, l'ADEME publie le Guide de la communication responsable, qui est une grille de lecture des enjeux environnementaux et de leurs impacts sur la communication. Il donne ensuite de nombreux conseils pour préparer les messages et concevoir autrement les actions dans l'édition, le digital, l'événementiel, l'audiovisuel ou la communication de crise. Il est disponible sur le site entièrement dédié à l'éco-communication www.communication-responsable.adem.fr. Vous l'avez vu, la com responsable est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Et je vois que c'est un sujet qui concerne plus d'un, puisque durant la vidéo, j'ai vu que bon nombre nous avaient rejoints. Donc, bonjour à tous, bienvenue. N'hésitez pas, prenez le train en marche, ça continue. Ainsi donc, les entreprises sont encadrées par de nombreuses règles afin de limiter l'impact environnemental. Mais alors, il est légitime de se demander pourquoi. Pourquoi tant de règles? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de les mettre en place dès aujourd'hui pour une com plus respectueuse de notre environnement? Pour le comprendre, il faut analyser l'impact de nos activités. Si jamais vous avez des idées d'activités ou de gestes qui sont impactants pour la planète, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans le chat. Donc, comment s'explique l'impact de la com sur la planète? Nous vous l'expliquons. Communiquer. C'est une action que nous faisons tous. Que ce soit à titre personnel ou professionnel, la communication rythme notre quotidien sans qu'on ait forcément conscience que cette activité, comme beaucoup d'autres, a un poids écologique important. La plupart des entreprises ont désormais un site web, des comptes sur les réseaux sociaux, lancent des campagnes d'affichage ou événementielles. Nombreuses sont celles qui ont recours au mailing, parfois de masse. Mais toutes ces pratiques ne sont pas sans conséquences. Les conséquences dues au numérique d'abord. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde ultra connecté. Sans s'en rendre compte, nos actions liées au numérique ont un réel impact environnemental. On parle désormais de pollution numérique. Celle-ci génère 3,7% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La consommation énergétique du numérique augmente de 9% par an, contre seulement 1,5% pour les autres secteurs. On comprend donc vite pourquoi. Si rien n'évolue, les émissions liées au numérique atteindraient les 8% en 2025. Pour vous donner une idée plus précise, ce sont plus de 4,5 milliards d'individus qui auraient aujourd'hui un accès à Internet. Et ce chiffre augmente de 10% chaque année. D'après les estimations de l'ONU, la quasi-totalité de la planète sera reliée à Internet d'ici 2035. Ces chiffres ont de quoi donner le tournis. Pourtant, c'est bel et bien une réalité. Le numérique pollue et de plus en plus de personnes sont connectées. Alors, comment le fait de rechercher ne serait-ce qu'une recette de cuisine sur Internet ou d'envoyer un simple mail peut avoir autant de répercussions sur notre planète? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Pour expliquer l'impact du numérique sur l'environnement, il faut d'abord remonter à l'origine de la chaîne de fabrication. Pour avoir accès à Internet, il faut un terminal. Ordinateur, smartphone, tablette, télévision, derrière chacun de ces objets connectés se cache une réalité de fabrication. Et cette réalité n'est pas toute verte. Prenons un exemple concret. Pour produire un smartphone, 70 matériaux différents sont nécessaires. Des métaux lourds comme le fer et le cuivre, des minéraux rares comme le cobalt, l'indium et le néodyme, des ressources fossiles non renouvelables comme le pétrole et bien d'autres. Leur extraction et leur transformation participent grandement à l'épuisement des ressources. Il est en effet nécessaire de creuser et traiter un volume de terre 40 fois supérieur au poids du smartphone pour extraire les matières premières utiles à sa fabrication. L'extraction de ces matériaux conduit aussi à l'augmentation de la pollution à travers le rejet de matière dans l'eau et dans l'air. La conséquence ? La dégradation progressive des écosystèmes et des effets néfastes sur notre santé. La production d'un téléphone demande aussi une quantité d'énergie considérable, 80 fois plus d'énergie que pour la production d'une seule voiture. Cela est notamment dû, encore une fois, à l'extraction des matières premières qui est effectuée par des engins énergivores, mais aussi aux usines de production qui nécessitent un approvisionnement conséquent en électricité. La conséquence est inévitable.
une augmentation constante des émissions de CO2. Finalement, avant même d'avoir servi pour la première fois, notre smartphone a déjà généré l'équivalent de 90% des gaz à effet de serre qu'il émettra tout au long de sa vie. Lorsque l'on sait qu'environ 20 millions d'appareils sont produits chaque année en France et que les demandes ne cessent de s'accroître, ce rythme est alors incompatible avec le rythme mondial et national de consommation. Une fois son smartphone en main, c'est aussi son utilisation qui a des conséquences environnementales importantes. Pour son alimentation d'abord, car qui dit appareil numérique dit électricité pour le faire fonctionner. Par exemple, 10 périphériques numériques sont connectés en moyenne pour un Américain. Alors imaginez la consommation électrique du foyer. Un autre impact est moins visible. Pour le comprendre, il faut se plonger dans le fonctionnement du web. Derrière les pages de notre navigateur se cache en réalité tout cela. Des centaines et des centaines de serveurs stockés dans d'immenses hangars nécessitant une alimentation constante, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en électricité. C'est ce qu'on appelle les data centers. Ils sont responsables de 25% des émissions liées au numérique. Pour réguler la température de ces machines en surchauffe permanente, de grandes quantités d'eau sont utilisées. La consommation de ces data centers est directement liée à notre utilisation numérique. Faire une recherche sur le web, écouter de la musique, regarder une vidéo en ligne, envoyer un email, participer à une visioconférence, stocker des documents sur le cloud. Chacune de ces actions utilise une connexion Internet et sollicite plus ou moins ses serveurs. Les recherches Google, par exemple, génèrent en une seule journée 7 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de la consommation moyenne de 7 ans de chauffage pour un seul foyer. Parmi les mauvais élèves, le visionnage de contenu vidéo obtient le bonnet d'âne. Cette pratique a explosé ces dernières années avec l'émergence des plateformes de streaming, qui ont rapidement su s'imposer dans notre quotidien. La consommation vidéo génère aujourd'hui plus de 300 millions de tonnes de CO2 par an, soit 20% des émissions de gaz à effet de serre liées au numérique. La très renommée plateforme YouTube génère à elle seule 1,2% de la consommation électrique mondiale. L'email, ou plutôt son utilisation parfois irraisonnée, fait aussi partie des sources de pollution numérique. En 2019, pas moins de 293 milliards de courriels ont été échangés par jour dans le monde. Vous ne le savez sûrement pas, mais un simple mail représente environ 4 grammes de CO2 et il peut aller jusqu'à 50 grammes lorsque ce dernier contient une pièce jointe. Pourtant, aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, l'email marketing est une pratique de plus en plus utilisée pour attirer des clients. Selon Oberlo, 73% des spécialistes du marketing envoient des emails au moins une fois par semaine et 81% des PME considèrent l'emailing comme leur premier canal d'acquisition de clients. La conséquence ? Des centaines de mails non lus dans nos boîtes mail dont le simple stockage continue d'utiliser de l'énergie. Comme vous l'avez compris, de la fabrication du matériel informatique à la consommation Internet, l'industrie numérique est une réelle source de pollution. En utilisant des logiciels énergivores, en ayant recours à du matériel dernier cri, en publiant du contenu lourd sur les supports digitaux, en multipliant les outils collaboratifs, le domaine de la communication détient un rôle majeur dans cette dégradation environnementale. C'est un fait, le numérique pollue. Malheureusement, ce n'est pas le seul aspect de la communication dont les effets sont néfastes pour l'environnement. D'autres supports, fréquemment utilisés par les entreprises et les marques, ont également un impact considérable. On reçoit tous dans nos boîtes aux lettres des tas de prospectus publicitaires sans forcément le vouloir. On s'est tous déjà arrêtés à côté d'une affiche promotionnelle. On a tous forcément imprimé un document par simple mesure de sécurité. Du papier, de l'encre et de l'énergie utilisée à outrance. Comment s'explique l'impact de l'impression sur la planète ? C'est ce que nous découvrons tout de suite. L'impression. Une tendance qui s'est largement répandue, mais une tendance au coût écologique considérable. On connaît tous cette envie irrépressible de vouloir imprimer à tout prix un document reçu par email, pour le conserver physiquement et au passage se rassurer. L'industrie papetière est la 5e consommatrice d'électricité dans le monde. L'encre présente un impact environnemental particulièrement important de sa fabrication à son utilisation. En effet, sa production implique notamment une utilisation importante d'électricité et de pétrole. 3,5 litres de pétrole sont nécessaires pour fabriquer une cartouche standard pour une imprimante laser. Ces chiffres peuvent être corrélés avec le fait que 100 milliards d'impressions sont réalisées annuellement, sans motif ou par erreur, et sont par la suite tout simplement détruites.
Dans le monde du travail, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chaque salarié consommerait entre 70 et 85 kg de papier par an. Or, pour fabriquer un seul kilo de papier, ce ne sont pas moins de 500 litres d'eau qui doivent être utilisés. Aujourd'hui, près de 40% de l'exploitation forestière est destinée à la production papetière, soit l'équivalent de 18 millions d'arbres rasés chaque année. Malgré l'essor de la publicité en ligne, notre pays se situe au premier rang dans le monde pour la proportion des dépenses publicitaires liées à l'affichage. En effet, l'affichage représente 9,4% des dépenses publicitaires des annonceurs en France. La publicité extérieure participe alors encore grandement à l'impact désastreux de l'impression sur l'environnement. Outre les supports numériques et print, la communication passe aussi par des actions événementielles. Pour souder ses équipes en interne ou pour accroître la notoriété d'une entreprise, les événements ont un véritable poids environnemental. Souvent plus motivés par des logiques économiques qu'écologiques, les organisateurs ne lésinent pas sur les moyens pour marquer les esprits. Qu'ils soient culturels, promotionnels ou professionnels, focus sur ces événements aussi extravagants que polluants. Lorsque l'on organise un événement, le premier objectif, c'est d'attirer du monde. Et même s'il est ponctuel, l'événement augmente de manière considérable le nombre de transports nécessaires au déplacement des participants sur le lieu de rendez-vous. Et le secteur des transports est justement responsable à lui seul de 29% des émissions de CO2, avec la voiture comme plus grande source de pollution. Le choix du lieu engendre également des conséquences environnementales. Certains sont particulièrement fragiles et pâtissent de la course à l'extravagance des organisateurs. Des festivals en plein désert qui nécessitent la mise en place de climatisation et autres dispositifs très polluants, des séminaires de presse à l'autre bout du monde, bref, des lieux qui ne sont pas adaptés à ce type d'événement. Et quand on pense qu'un aller-retour Paris-Bangkok peut produire jusqu'à 10,8 tonnes de CO2, on comprend pourquoi normaliser ces pratiques est aussi énergivore qu'invasif. L'extravagance se traduit aussi par les activités proposées, dont les retombées environnementales ne sont pas des plus bénéfiques. En perpétuelle recherche d'originalité et de notoriété, les marques n'hésitent pas à mettre en place des opérations commerciales, des performances et autres actions de street marketing aussi créatives que démesurées. Des feux d'artifice flamboyants pour clôturer une soirée d'inauguration, l'organisation d'une course aérienne ou de voiture, un saut en parachute depuis l'espace. Les marques se sentent parfois pousser des ailes, mais il n'est malheureusement pas nécessaire d'être dans l'atypisme le plus total pour avoir un impact carbone élevé. Selon l'ADEME, une manifestation moyenne de 5000 personnes générerait 2,5 tonnes de déchets et consommerait 1000 kW d'énergie et 500 kg de papier. Après avoir diverti ses invités, il faut les nourrir. Un événement ne peut pas être réussi sans passer par la case restauration, et c'est sûrement l'axe sur lequel les entreprises prennent de plus en plus conscience de leur impact, avec notamment l'application du décret numéro 2019-1451 du 24 décembre 2019, relatif à l'interdiction de certains produits en plastique à usage unique. Exit la vaisselle jetable en plastique qui est remplacée par des couverts lavables et réutilisables. Mais toutes ne font pas le choix d'une cuisine éco-responsable avec des produits de proximité, et l'opulence de certains événements amène à un gaspillage alimentaire conséquent. Événements démesurés, impression à outrance, pollution numérique, les activités de communication ne sont pas de tout repos pour la planète. Alors, que faire? Comment communiquer en interne et auprès du grand public en limitant notre impact environnemental? En d'autres termes, comment adopter une communication plus respectueuse de la planète et de la société? C'est tout l'enjeu de notre décennie. Voilà, des PME, des agences ou encore des grands groupes, nombreuses sont les structures qui ont pleinement pris conscience des effets néfastes de leur activité sur l'environnement. C'est à leur manière qu'elles mettent en place différentes petites actions qui au final deviennent de belles réussites. Nous vous proposons de découvrir quelques exemples de communication éco-responsable et des initiatives à la fois innovantes et respectueuses. Alter Ego, Balzac, Biocop, Love Yetu, Veja, la SNCF, voici une liste de sociétés qui ont créé des campagnes de communication responsables. Commençons avec l'exemple de Balzac. C'est une enseigne de vêtements qui se positionne anti-Black Friday, anti-solde, mais qui offre un petit produit, un accessoire en plus lors d'un achat. Autre exemple, celui de l'entreprise de bijoux Love Yetu, qui verse de l'argent à des associations. Ou encore la SNCF, qui en 2009 a signé la charte de l'Union des marques qui permet aux entreprises de s'engager pour plus de communication responsable.
La transparence, une notion prônée justement par la communication responsable, et Alter Eco l'a bien compris. Le fabricant de denrées équitables a lancé sur son site internet une plateforme pour échanger avec ses consommateurs. Leur objectif est de communiquer plus directement et avec plus de transparence. Bien entendu, cela constitue également une belle opération de relations clients pour Alter Eco. Adidas maintenant, le géant allemand a décidé de lancer sa stratégie éco-responsable pour 2020 autour de plusieurs piliers. L'environnement, le respect des travailleurs sur les lieux de production et les lieux de commercialisation. Comme vous pouvez le voir, dans cet exemple, on parle de communication interne et externe. Adidas a décidé de développer sa stratégie éco-responsable pour être plus en accord avec les valeurs de l'entreprise et répondre aux attentes des consommateurs qui souhaitent mieux consommer en faisant attention à la chaîne de production. A noter qu'en 2012, Adidas a été pointé du doigt pour les conditions de travail de ses employés en Indonésie. Cette nouvelle stratégie permet donc à l'enseigne de sport de redorer son image de marque. On reste dans le monde du sport avec Beja. La marque créée par deux Français mise sur une communication responsable tout autre. Une production centralisée au Brésil, des matériaux venant de produits écologiques et responsables et un budget de communication vraiment tout petit. Effectivement, la marque débourse 0 € dans la communication publicitaire. Ces produits sont portés par des stars comme Mélanie Laurent et même le président Emmanuel Macron. Et enfin pour finir, Biocop a choisi l'humour pour communiquer responsable. Le réseau de magasins bio a décidé d'affirmer sa position sur l'écologie en recyclant d'anciens tweets de sa communauté. On vous laisse juger. Interne, externe, PME, enseigne de renom, petit ou gros budget, la communication responsable, c'est l'affaire de tous. Effectivement, la communication éco-responsable concerne tout le monde. Et ça, l'agence Muscade l'a bien compris. Nous allons accueillir Gaëlle Brière, directrice et cofondatrice de cette agence, pour en parler. Gaëlle, est-ce que vous êtes là? Faites-nous un petit coucou dans le chat. Bonjour Gaëlle. Bonjour à tous et toutes. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends et vous? Oui, j'ai pas de son. Ah, attendez. Voilà, c'est bon. Ça va? Vous êtes bien installés? Tout se passe bien? Très bien. Entendu. Donc, vous êtes spécialisé depuis 2005 dans le développement durable et la RSE à travers Muscade, votre agence basée à Nantes. Si vous le voulez bien, on va commencer par regarder la vidéo de présentation que vous avez préparée et que vous nous avez envoyée afin de vous présenter. Et puis, on se retrouve juste après pour en parler plus en détail. Muscade, c'est une agence de communication responsable située à Nantes et créée en 2018. Nous sommes 3 cofondatrices qui nous sommes réunies autour de valeurs communes, en particulier l'écologie. Notre particularité, c'est d'être une agence engagée avec comme vocation d'accélérer la transition écologique et sociétale. Et notre métier, c'est la communication responsable. Le mot-clé, c'est la responsabilité. Quand on communique, il faut se demander à quoi on incite, quelles pratiques on veut mettre en valeur et quel impact on a sur la société et sur la planète. Les campagnes de communication peuvent dériver vers le greenwashing. D'autres, parfois les mêmes, entraînent un gaspillage de ressources. Certains messages incitent aussi à la surconsommation et parfois on est juste noyé de messages. Ça, c'est la communication irresponsable. Pour nous, la communication responsable, c'est tout le contraire. C'est de la sobriété, de la sincérité et de la sensibilisation. Alors, notre démarche chez Muscade repose sur l'éco-conception. Il s'agit en fait de prendre en compte l'impact d'un projet de communication sur l'ensemble de son cycle de vie. Tout d'abord, il y a une phase de réflexion qui va permettre de faire les bons choix en fonction des besoins. Ça passe par le contenu du message en lui-même. Est-il authentique, transparent, accessible, etc. Et ça passe aussi bien entendu par le choix du support. En résumé, la communication responsable, c'est rendre cohérent le discours avec les actes. Alors concrètement, nous on pratique l'éco-design. Pour les supports imprimés, il s'agit de réduire les aplats de couleurs, de lutter contre l'obsolescence des supports et de choisir des imprimeurs éco-responsables. On fait aussi des sites web éco-conçus. On va privilégier un design sobre en photo et en vidéo. On va optimiser le code pour qu'il soit le plus léger possible. Et l'hébergement est 100% énergie renouvelable et on pratique aussi
la compensation carbone. Pour nous, oui, nous prenons des engagements envers la planète et envers nos parties prenantes. Nous sommes impliqués au niveau local, au sein d'associations et de réseaux. Notre bureau est implanté au sein de l'écosystème le Solilab et nous avons mis en place une gouvernance partagée et équitablement répartie entre nous trois. Cela passe aussi par une conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Et enfin, nous privilégions des modes de déplacement doux. Ça, c'est notre démarche RSE à nous. Alors, prêt à vous lancer dans la communication responsable ? Donc merci pour cette vidéo de présentation très jolie, très agréable. Je vous propose de passer aux questions si vous voulez bien. Avec plaisir. Alors ma première question, ce sera concrètement, qu'est-ce qui différencie une communication, on va dire classique, d'une communication éco-responsable ? Alors en fait, au niveau de la stratégie de communication responsable, alors excusez-moi, j'ai juste coupé le micro parce qu'il y avait un retour son. Au niveau de la communication responsable, en effet, dans les campagnes peut-être traditionnelles, on va chercher surtout à atteindre un objectif de la performance, alors que dans la communication responsable, on va plutôt essayer de parler d'impact. On parle aussi beaucoup de cibles, et c'est vrai que nous, on a une approche plus, on va parler de parties prenantes. Et puis, comme vous avez pu le voir peut-être dans la vidéo, pour nous, ce qui est important, c'est vraiment le cycle de vie du projet. Et l'idée, c'est vraiment de démarrer par une phase de réflexion. C'est vraiment la base. Donc, nous, en tant qu'agence, on a vraiment un rôle de conseil. Quand on va accompagner un client sur un plan de communication, ça peut aller assez loin sur des conseils techniques au niveau des outils, du planning. Et moi, ça m'est déjà arrivé de conseiller un client, par exemple, qui voulait faire un site web et je lui ai dit, non, pas besoin de site web. Donc, voilà, on a aussi ce rôle de conseil qui peut aller assez loin. Entendu. Et par ailleurs, vous parliez de vos clients. Une autre petite question, est-ce que tous vos clients sont réellement impliqués dans une volonté de mettre en place une démarche éco-responsable dans leur communication, ou est-ce que certains ne font ce choix que pour l'image que cela peut apporter ? Nos clients sont pour beaucoup dans le secteur associatif, dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est vrai que pour la plupart, ils viennent vers nous justement parce qu'ils partagent nos valeurs et qu'ils savent que nous, on a aussi cette expertise sur ces sujets. Après, on a une autre typologie de clients qui vont être des PME qui sont engagés ou même des plus grandes entreprises qui sont engagées notamment dans une démarche RSE. Et là, elles vont plutôt venir nous voir pour les accompagner justement soit sur la partie stratégique, soit sur la partie formulation de messages, avec un besoin de notre part de pédagogie ou d'accompagnement, par exemple, sur de la sensibilisation. Et puis en tant qu'agence, on accompagne aussi beaucoup de créateurs d'entreprises. Après, ça peut être des entreprises de tout type de métier, ça peut être dans le bâtiment, dans le milieu du droit, enfin, voilà, il n'y a pas forcément de lien direct avec cette typologie de clients, avec l'écologie, mais souvent, c'est des personnes qui sont engagées dans leur vie privée, qui sont par exemple dans une démarche zéro déchet ou dans la mobilité douce, et ils ont envie, en créant leur entreprise, de mettre en cohérence leur engagement personnel avec leur métier, et du coup, ils nous sollicitent pour des outils, notamment éco-conçus. Justement, ce que j'allais vous dire, je pense que cette démarche a une philosophie de vie. On ne peut pas s'engager dans une communication éco-responsable si déjà soi-même, dans sa vie personnelle, on n'a pas de mise en place éco-responsable, simplement, en dehors de la communication. Surtout quand on est sur des créateurs d'entreprises qui incarnent vraiment leur société, qui font un peu corps avec leur entreprise. Par contre, c'est vrai que comme vous l'avez très bien montré dans les motion design et vidéos qui étaient très bien faits, que j'ai regardé juste avant, il y a aussi, pour les grandes entreprises, des obligations légales. Donc voilà, on va dire que ça dépend. Voilà, ça dépend. Très bien. En de coup, y a-t-il une différence entre un projet de communication éco-responsable et un projet de communication plus classique ?
Pardon. En fait, on va dire que à qualité égale, c'est pas plus cher. Après, c'est vrai que nous, on est vraiment sur de la qualité, de la haute qualité. La plupart de nos projets sont sur mesure, donc on a en effet un côté artisanal qui a un coût. Voilà. Après, je pense que ce qui est intéressant de dire, c'est que notre responsabilité, c'est aussi de pouvoir accompagner tout type d'acteurs. Et voilà, comme je vous disais, on peut avoir aussi bien des créateurs d'entreprises que des associations qui n'ont pas forcément beaucoup de budget. Donc, on peut voilà, avoir des tarifs adaptés pour rester accessible à des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie d'accompagner. Entendu. Et d'ailleurs, vous parlez de projets. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous en présenter quelques-uns des projets éco-conçus que vous avez déjà réalisés? Oui, tout à fait. Je pourrais vous parler d'un site web éco-conçu qu'on a réalisé pour une avocate fiscaliste à bicyclette. Voilà, donc elle, typiquement, c'est une avocate qu'on accompagne sur le long terme et qui est très, très engagée dans sa vie. Et donc, quand elle a découvert la possibilité de faire des sites web éco-conçus qui n'est pas forcément connu du grand public, elle nous a demandé de l'accompagner. Donc, on a eu elle avait déjà un site auparavant WordPress préexistant. Et quand elle a découvert que nous, on fait un certain site WordPress, mais c'est pas pour des projets conséquents, mais c'est vrai que pour un site vitrine simple, on travaille avec un CMS innovant et très écologique qui s'appelle Translucide. Et du coup, ça nous a permis vraiment de faire un site aussi bien optimisé au niveau du code, au niveau du design. On a vraiment essayé de privilégier le plus de sobriété possible. Ensuite, le site est hébergé sur notre serveur qui fonctionne à 100% à l'énergie renouvelable et on propose aussi, on ne propose pas d'ailleurs, c'est automatique, le site a été compensé carbone, aussi bien au niveau de la création et après, en continu, notre hébergeur propose cette compensation chaque année. Voilà, là en ce moment, on est aussi en train de travailler avec l'ADEME pour qui on est en train de réaliser un site web aussi éco-conçu sur le sujet de l'économie circulaire. Donc ça, c'est pour la partie web. Après, comme autre projet, en fait, il y a un de nos clients, plutôt grosse entreprise, donc voilà, avec plusieurs centaines de salariés, qui nous a demandé de concevoir une campagne de sensibilisation à la pollution numérique. Vous avez fait une très jolie vidéo et très bien d'ailleurs sur ce sujet que j'ai regardé tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on a proposé à ce client, c'était pour faire passer le message de la pollution numérique, de diffuser des messages. Donc on a apporté une pédagogie, une manière de présenter les choses. Et en termes d'outils, on s'est dit, c'est vrai que la vidéo, c'est un super outil, on l'apprécie, mais il ne faut pas que ce soit systématique. Et étant donné qu'on l'a sensibilisé à la pollution numérique, allons vers un outil qui est moins impactant, qui est le podcast. Donc, ça a énormément plu à notre client. Et du coup, c'est vrai que d'avoir cette cohérence en disant, on va vous sensibiliser avec la pollution numérique, mais avec un outil qui pollue 100 fois moins qu'une vidéo, ça avait une certaine, justement, toujours, je parle souvent de cohérence, mais c'est ce qu'on essaye de rechercher. Après, on n'est pas contre la vidéo pour d'autres contextes, mais voilà, on essaye toujours d'avoir cette démarche de réflexion et d'ajuster et d'optimiser au maximum. Et puis voilà, puis après, on travaille aussi sur des éditions. Voilà, de A à Z. On fait aussi bien tout ce qui est conseil éditorial, rédaction de contenu, mise en page graphique, évidemment, création graphique, impression, tout ça éco-conçu. Et on a notamment fait un guide et un rapport sur la biodiversité pour WWF. Entendu, donc des projets qui sont différents, mais quand même toujours animés par la de proposer mieux pour demain. Donc, c'est très intéressant et bravo à vous, puisqu'il y a des projets qui donnent envie. Je vous invite dans le chat à nous faire part de vos éventuelles questions à destination de Gaëlle.
Nous allons vous laisser quelques instants avant de les proposer. Je vois qu'il y a des gens en train d'écrire. Ah, bon, a priori, c'est très clair. Inspirant même. Avec plaisir. Après, je suis aussi à disposition suite à cette intervention. Ah, on a une question. Pourquoi le podcast pollue 100 fois moins? C'est bien parce que du coup, je vais pouvoir rebondir sur votre vidéo pour expliquer ça simplement une phrase. Alors, on a vu tout à l'heure déjà qu'il y avait 90% de la pollution qui était au niveau du matériel. Donc, pour une prise de son, le matériel est déjà beaucoup moins important que pour une prise de vue. Donc, déjà, ça joue à ce niveau-là. Et puis ensuite, c'est tout simplement sur le poids du fichier. Voilà. Après, j'ai dit 100 fois moins, mais évidemment, ça dépend de la durée, ça dépend de beaucoup de paramètres. C'était pour donner un ordre d'idée. Concernant l'hébergement énergie renouvelable, nous, on passe par l'hébergeur Infomaniac, parce que c'est en Suisse, donc c'est assez proche. Après, il y en a d'autres. Ça, je pourrais vous refaire passer la liste plus tard, si vous souhaitez. Comment pouvons-nous compenser notre impact carbone à la portée des PME pour nos campagnes digitales habituelles? Nous, au niveau de la compensation carbone, on passe avec Reforest Action. Après, il y a plusieurs outils de calcul d'impact carbone. Après, au niveau digital, il faut avoir un peu le détail de ce que vous faites, mais en tout cas, en termes d'outils, c'est vrai que Reforest Action, c'est pas mal. Est-ce qu'il vaut mieux digitaliser tous nos supports print et faire des envois mail? Est-ce qu'il vaut mieux digitaliser? Vaste question. Entre le print et le web, en fait, ça va dépendre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même le numérique qui est quand même souvent presque plus polluant que tout ce qui est print. Je pense qu'il y a certains outils print, si les quantités ont été bien optimisées, s'il y a une vraie réflexion, si on sait que c'est des outils qui vont être utilisés, je pense qu'on n'est pas obligé de tout digitaliser, bien au contraire. Merci beaucoup. Donc, c'est ainsi que s'achève notre état des lieux complet des principes d'une com. Je vous remercie, Gaëlle. Merci beaucoup à vous. Voilà. À bientôt. Merci. Avec à nous bientôt. À la fin, quand même. Oui, bien sûr. Bonne journée alors. Au revoir. Au revoir. C'est donc une com qui prend en compte les enjeux essentiels pour l'avenir de tous. Maintenant, nous allons découvrir comment chacun d'entre nous peut mettre en place ces actions. Nous allons vous proposer un petit jeu, un petit quiz basé sur des idées reçues concernant la communication éco-responsable. Les questions vont s'afficher à l'écran et avec un minuteur qui défilera et vous n'aurez plus qu'à répondre via la plateforme, par exemple. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Allons-y. En 2018, les émissions de gaz à effet de serre causées par le numérique représentaient environ 4% des émissions mondiales. C'est 2,5 fois moins que les émissions directes du transport routier, sans compter la fabrication des voitures, et c'est 3 fois moins que l'impact carbone de la déforestation.
médias répètent souvent qu'il faut lutter contre les émissions de CO2 liées au numérique, alors que les analyses montrent que c'est surtout la fabrication des équipements, comme un ordinateur par exemple, qui cause environ 80% d'impacts environnementaux. Avoir la bonne réponse, c'est faux. Les sources principales de pollution digitale sont les fabrications de matériaux électroniques et les logiciels via la consommation d'énergie. Conditionner toute la démarche d'entreprise est un cliché. En effet, l'engagement des dirigeants est un ingrédient nécessaire mais insuffisant pour mettre en place les procédures allant dans ce sens et sur une longue durée. Ce sont les managers qui ont un rôle clé dans la démarche adoptée par l'entreprise pour œuvrer au sein des équipes vers une démarche responsable. Faux. Pour que l'empreinte d'un mail soit moins importante qu'un envoi papier, il ne faut pas qu'il soit imprimé et s'il l'est, privilégiez des polices qui nécessitent l'utilisation de peu d'encre. Vrai. D'après Julie Schwartz, fondatrice d'Econovia, réseau d'experts spécialisés dans la communication éco-responsable, faire de la communication responsable, ça ne coûte pas plus cher. Cela part de petites actions concrètes que l'on peut mettre en œuvre au fur et à mesure d'une démarche. Et oui, 70% des entreprises françaises sont consciencieuses qu'elles doivent devenir sociétales, mais seuls 30% des organisations ont mis en œuvre de réelles actions. « 16%. 22% des Français les considèrent comme réellement impliqués dans leur action RSE, tandis que 16% d'entre eux les jugent efficaces. C'est effectivement vrai. 56% des Français pensent d'ailleurs que les entreprises devraient communiquer sur leur engagement jusque dans le point de vente. Pour 58% des consommateurs tricolores, ce serait même plus efficace que des actions de communication marketing ou publicitaires mal calibrées. Invasion de faux dans le chat. Voici la bonne réponse. C'est effectivement faux. La responsabilité sociale des entreprises n'est pas l'exclusivité des grandes entreprises. Beaucoup de TPE et PME ont compris qu'elles avaient tout intérêt, elles aussi, à s'inscrire dans cette démarche. Merci à tous pour votre participation. Vous avez été très réactifs et je vous propose tout de suite de passer à l'action. Car après avoir joué, on va vous démontrer quelques gestes à mettre en place afin de tous faire un geste pour cette communication éco-responsable. C'est un fait. Notre utilisation des outils numériques a un impact environnemental. Pour limiter cette pollution numérique, nous pouvons agir chacun à notre niveau. Certes, nous pouvons très peu influer sur le poids écologique du matériel informatique et ses composants non recyclables. Quelques règles sont néanmoins à préconiser. Conserver le plus longtemps possible ses appareils, recycler ses équipements usagés et opter pour le reconditionner. À ce propos, la société Fairphone commercialise depuis 2013 les premiers smartphones éthiques
fabriqués à partir de matériaux responsables. Comme quoi oui, c'est possible. Un premier pas peut-être vers une généralisation de ces composés pour l'ensemble des matériels numériques. Mais en attendant, là où nous pouvons concrètement agir à notre niveau, c'est en adoptant quelques gestes destinés à réduire l'impact de notre utilisation du numérique sur la planète. Pour cela, il est nécessaire de modifier nos habitudes de consommation du web. En fermant ses onglets de navigation une fois sa recherche finie, en quittant les applications mobiles inutilisées, en baissant la qualité de vidéos visionnées, ou encore en limitant le cheminement de ses requêtes. Car taper directement l'URL d'un site plutôt que de passer par un moteur de recherche ou enregistrer les adresses fréquemment consultées en favoris permet d'accélérer la requête, ce qui consommera alors moins d'énergie au niveau du serveur. Pour vos recherches, optez enfin pour un moteur de recherche éco-responsable, comme Ecosia par exemple, qui reverse une partie de ses revenus à des programmes de reforestation. Limiter sa pollution numérique passe également par une utilisation raisonnée des mails. Là aussi, plusieurs astuces sont à mettre en place, en commençant par vider régulièrement sa boîte mail pour supprimer le surplus de mails inutiles. Pour éviter d'être submergé de mails non lus, désabonnez-vous des newsletters qui ne vous intéressent pas. Des outils comme CleanFox permettent de faire cela en quelques clics. Lors de l'envoi d'un mail, évitez les pièces jointes trop volumineuses que vous pouvez compresser. De même pour les signatures composées de photos ou de gifs, une pratique courante dans le monde du travail qui est très coûteuse en énergie. Limitez le nombre de destinataires au strict nécessaire et n'envoyez le mail que si c'est vraiment utile. En divisant par 10 le nombre de destinataires, vous diviserez par 4 son impact environnemental. Et lorsque c'est possible, il est préférable de privilégier les applications de messagerie instantanée au mail. Le stockage de données est aussi une source de pollution numérique. Il est important de penser à faire régulièrement le tri de ces espaces de stockage cloud et privilégier autant que possible les disques durs et clés USB. Les cookies et données de navigation, qui participent eux aussi à la surcharge des serveurs, doivent être régulièrement supprimés. Il est enfin primordial de revoir son utilisation des équipements numériques. Cela commence par passer son smartphone en mode économie d'énergie, afin qu'il consomme moins de données ou moins d'électricité. Prenez aussi le réflexe d'éteindre un appareil ou votre box lorsque vous ne l'utilisez pas et préférez une connexion Wi-Fi ou filaire à la 4G. Tous ces petits gestes peuvent paraître anodins, mais en les appliquant tous au quotidien, dans notre vie personnelle et professionnelle, leur effet est multiplié et nous pouvons tous ensemble faire du bien à la planète. Voici donc quelques petits conseils plutôt simples à appliquer. N'hésitez pas à nous dire dans le chat lesquels de ces conseils vous serez les plus à même et les plus décidés à appliquer dans votre quotidien. Ces gestes simples peuvent être intégrés dans une démarche RSE en entreprise et celle-ci est propre à chaque structure. Elle peut être vue comme une sorte de guide de bonne conduite afin de respecter une logique de développement durable. Elle vise à limiter leur impact sur l'environnement et notamment l'impact de leur communication. Plusieurs facteurs entrent en compte pour définir cette responsabilité sociale des entreprises. Pour en parler, on accueille tout de suite Paul Fresnel, responsable conseil et formation, et Julien Maurice-Chevalier, directeur artistique. Ils sont tous deux membres de l'agence Pilotine, qui est une agence digitale située à Lyon depuis 7 ans et experte en WordPress. Salut tout le monde. Salut. Hop. Bonjour. Yes, ça fonctionne. Bah, merci de nous inviter. Attendez, c'est moi qui ai un problème de son. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien, me voyez bien? On t'entend super bien. Nickel. Alors, évidemment, posez vos questions à travers le chat, sans problème. N'hésitez pas à vous adresser à eux. Moi, je vais tout de suite vous prendre à partie et vous poser les miennes, si vous voulez bien. À moins que vous souhaitiez vous présenter peut-être avant, rapidement, quelques mots. Ok. Comme vous avez pu le remarquer, on est de la manière de Pilotine, qui est une agence spécialisée en création de sites WordPress et en conseil digital. Et donc, tu as présenté nos métiers. Moi, je m'occupe plus de la partie conseil et moi de la partie design. Exactement, c'est ça. Et on est là aujourd'hui parce qu'on est également dans une phase de recherche et de démarche de rendre l'agence et notre environnement plus positif et de réduire notre impact sur l'environnement. Je pense que vous êtes au bon endroit. Alors, voici ma première question. Qu'est-ce que Pilotine met en place en interne pour adopter une démarche responsable?
Alors, en interne, nous, en tant qu'agence et qu'individus qui vivons dans une entreprise qu'on pourrait appeler un peu une communauté, on est ici dans la cuisine de l'agence qui est partagée. On met en place pas mal d'actions à titre individuel ou à titre, on va dire, de comportement civil, donc du recyclage. On va consommer uniquement des produits de bio, on va pas acheter n'importe quoi pour l'agence, on va recycler le matériel qu'on va plus utiliser comme nos vieux ordinateurs, on va faire attention à notre consommation d'eau et d'énergie en éteignant les prises électriques. En fait, on va appliquer un petit peu les règles que vous venez d'énoncer précédemment sur comment agir et bien se comporter pour diminuer son impact le plus possible sur l'environnement. Donc, en interne, on va dire, en tant qu'employé d'entreprise, on va mettre en place ces petits gestes-là du quotidien. On va aussi agir sur la partie production, où là, on s'est engagé avec un hébergeur qui fournit l'électricité verte, qui nous permet d'héberger nos sites web sur des serveurs qui vont consommer moins d'énergie. Donc ça, c'est dans nos méthodes de travail et de production. On va aussi, pour certains clients qui le demandent, lorsqu'on va avoir le temps et les moyens de le faire, on va construire des sites web de manière éco-responsable. En design, ça va être d'utiliser le moins de vidéos possible qui vont consommer beaucoup de bande passante, ou d'héberger les vidéos sur des serveurs plutôt que comme YouTube ou Vimeo plutôt que directement sur les sites web. En fait, on va appliquer plein de bonnes pratiques de production dans la construction de nos sites web lorsque c'est possible, lorsque les clients le demandent. Nous, après, on les sensibilise bien sûr à ces problématiques-là. Donc, en interne, on a ce premier niveau qui va être de bien se comporter en tant que citoyen dans l'agence, bien produire les sites web et les stratégies marketing qu'on va faire de manière à limiter notre impact aussi le plus possible. Et on a ensuite une autre partie qui va concerner plus l'extérieur de l'agence avec une partie sensibilisation. Est-ce que tu peux en parler en termes de communication? Comment est-ce qu'on sensibilise aussi notre écosystème à cette démarche-là? Ouais, alors aujourd'hui, loin d'être encore un exemple, on est vraiment dans une démarche empirique de recherche. Il faut savoir qu'il existe très peu de ressources sur Internet et d'exemples pour l'instant. Donc, déjà, on va essayer de sensibiliser nos clients. Aujourd'hui, on essaie de préparer des outils comme la boîte à outils du digital responsable. Donc, de proposer en fait des outils que nous on utilise en interne à nos clients ou à toutes les personnes qu'on rencontre dans notre entourage professionnel. Moi, je suis tout le temps en vadrouille et je rencontre tout le temps plein de monde. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, dès que c'est terminé, je pourrais peut-être tous vous la partager. C'est par exemple des extensions qui permettent de limiter son impact, quelles ressources lire pour en apprendre plus, comment analyser son site web pour savoir si on peut améliorer son éco-conception, etc. Donc il y a tout ça. Et puis comme je vous le disais, on avance de manière empirique. Et en fait, il faut savoir qu'on n'a aucun exemple à suivre. Donc c'est pour ça que de voir des agences comme Muscade dans la communication responsable, c'est super intéressant. J'aimerais vraiment être dans l'échange avec ces personnes qui ont déjà qui peuvent déjà un peu regarder dans le rétro. Et aujourd'hui, en tant qu'agence de com, il n'y a aucune ressource de bonne pratique en fait sur le web pour justement atteindre cet objectif et améliorer sa démarche. Donc c'est pour ça que dans cette démarche d'amélioration de nos process, on va essayer de créer presque un livre blanc en fait qu'on pourrait derrière remettre à des agences qui le souhaiteraient, une sorte de retour d'expérience pour dire voilà, c'est possible, voici comment on y est arrivé. Parce que là pour l'instant il existe vraiment très peu de témoignages, ou alors il faut vraiment arriver à trouver les personnes. Il y a une checklist qui permet, mais c'est une checklist très technique qui a été initiée par une personne dont j'ai oublié le nom, mais on pourra vous la partager également, qui donne plein de conseils techniques en fait pour réaliser un site web qui consomme le moins d'énergie possible. Donc là, on va être sur des techniques de développement très spécifiques qui concernent une partie de notre travail, mais pas effectivement l'ensemble du métier sur des outils de gestion de mail ou des outils pour limiter la bande passante qu'on va avoir lorsqu'on va regarder une vidéo YouTube, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a des checklists qui sont créées par domaine, mais pas vraiment de checklists de conseils généraux. Ensuite, on s'investit, on va dire, pour la sensibilisation. Donc, on va créer des outils de communication pour les diffuser justement à des personnes qu'on va appliquer nous-mêmes en interne. Et on va aussi s'investir à l'extérieur de l'agence dans des associations, dans des projets qui vont avoir des dimensions éco-responsables. Alors, on peut s'investir de deux manières, soit en donnant en fait de nos capacités, de nos compétences à des projets qui ont des associations qui ont justement des vocations éco-responsables ou vocation à avoir un impact positif. Donc ça, on est en train de chercher des projets dans lesquels s'investir nous en tant qu'agence.
C'est pas, on n'a pas encore tout à fait trouvé. À titre perso, on s'est déjà engagé dans des projets ou des petites initiatives locales autour de la gestion de l'eau, par exemple, où on a créé des sites web gratuitement, mais pas vraiment en tant qu'agence sous le nom de Piloting. Donc, on est en train de chercher à mettre nos compétences au profit de projets positifs, justement, à des tarifs moindres, voire même gratuitement. On s'investit aussi dans des associations simplement financièrement. Donc, on a une association de surfeurs, je crois je ne sais plus exactement laquelle c'est, à laquelle on donne, c'est Julien, le capitaine, qui se charge de ça, qui va donner un petit peu d'argent à des associations, ou des associations des 1%, où on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à une association. Donc, on a ces démarches-là qui sont encore en cours de construction. Et on a un autre type d'action qu'on va mettre en place prochainement, qui est l'investissement personnel des collaborateurs de l'entreprise Piloting dans des éco-responsables, mais en dehors du cadre de nos compétences. C'est-à-dire, ça va être aller nettoyer les plages ou les berges du Rhône, ou aller replanter des arbres. On a des amis dans notre entourage qui créent, par exemple, des écolieux, des forêts comestibles, des choses comme ça, dans lesquelles on pourrait nous aussi s'investir dans ces petites initiatives locales, donc autour de la région lyonnaise, on pourrait s'investir en tant que Piloting, mais aussi en tant que citoyen, pour montrer que on peut être aussi, on va dire, responsable et s'investir en tant que citoyen à travers notre entreprise dans des projets positifs. Est-ce que je peux rebondir? Ouais. Oui. Je vais lancer un peu un pavé dans la mare. Vous me connaissez, je pense, pour ceux que j'ai déjà rencontrés. Là, on est en train de parler de deux sujets qui sont complètement antinomiques, hein, la communication et le développement durable. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'agence de communication, en soi, on est un élément perturbateur dans cette démarche d'aller vers le positif en tant que société. Donc, la seule chose qu'on peut faire en tant qu'agence et en tant qu'humain ici, c'est de limiter. Et quand on ne peut pas supprimer, c'est essayer de contrebalancer. Donc, c'est pour ça que derrière, on va être obligé d'avoir des démarches qui soient en dehors du digital et de s'investir personnellement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Des sites web, etc., même s'ils sont éco-conçus, ils en pompent des ressources. Hein. Donc, c'est comment derrière on peut contrebalancer cet aspect négatif. Voilà. En fait, tout acte aura forcément une empreinte ou un coût. Et c'est vrai, c'est antinomique, mais quelque part, on peut peut-être trouver la solution pour les problématiques d'un des deux sujets dans le second. Et vous avez même anticipé ma question, puisque ma deuxième question, c'était est-ce que ça venait d'une dynamique individuelle ou de groupe? Mais je pense qu'en fait, vous illustrez très bien ce qu'a décrit Muscade. En fait, c'est une implication qui, si elle n'est pas déjà personnelle, ne pourra pas prendre sa place au sein de l'entreprise. C'est pas possible. Je vais peut-être expliquer comment ça s'est passé en exemple de ce projet. C'est vrai que c'est pas d'un coup, toute l'agence s'est pas réveillée en se disant si on change de process, quoi. Il y a quelques personnes qui avaient cette prise de conscience du coup dans leur vie personnelle. Moi, à titre d'exemple, je me suis investi dans pas mal de projets éco-responsables, notamment dans la création d'un site web pour des amis qui allaient faire un reportage sur la gestion de l'eau. Et ça a été des petites choses comme ça qui ont créé une grosse prise de conscience. Et on est à une époque où on cherche aussi beaucoup de sens dans notre travail et où on se rend compte que des fois le travail qu'on va faire peut être en contradiction avec nos propres valeurs. Et cette prise de conscience, cette quête de sens en fait dans le travail nous a animé Paul, moi ou d'autres collaborateurs à l'agence, et on a décidé de créer les mardis éco-friendly comme on les appelle. Donc c'était une après-midi ou quelques heures tous les mardis tous les mois, un mardi par mois, dans lesquels on brainstormait ou on réfléchissait à quelles actions on allait pouvoir mettre en place sur différents niveaux. Et donc c'était basé sur le volontariat. Il y a presque toute l'agence qui a participé, c'était très cool. Et on s'est réparti les tâches. Il n'y a pas une personne qui va bosser dans ce travail-là éco-responsable de l'agence. Il y a vraiment tous les collaborateurs qui sont impliqués. Certains ont réfléchi à des nouvelles marinières qu'on allait pouvoir récupérer en seconde main. D'autres personnes ont réfléchi à des associations dans lesquelles on allait pouvoir s'investir. Paul, lui, a commencé à créer la toolbox Digital Positive. Donc, chaque personne à Piloting avait sa petite mission et qu'on a mené à terme. Donc là, on a créé pas mal de choses. On est en train de les mettre en forme et on va bientôt les partager. Tout à l'heure, plein de petits gestes qui, on vous le souhaite, mènent à de réussites. Donc, vous développez
une démarche en interne. Et puis, voilà, en fait, vous avez même anticipé ma troisième question qui était est-ce que votre démarche interne s'appliquera à vos actions externes? Et oui, en fait, c'est tout à fait ça. C'est vraiment quelque chose de très complet pour vous. C'est à 200%, quoi. Après, ça touche la forme dans on a une parole, finalement, faire de la communication responsable, c'est une utopie. Non, bien entendu, on peut justement faire de la communication responsable. Et c'est dans cette démarche qu'aujourd'hui, c'est cette démarche qu'on va entreprendre. Mais aujourd'hui, en effet, au-delà de limiter notre impact, on va être obligé d'avoir des actions externes. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si on veut que ça soit no bullshit, c'est obligatoire. Et nos comportements parallèles, alors c'est vrai que il y a un mot que j'aime bien, c'est civique que tu as utilisé, un comportement, une attitude citoyenne, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, tu veux peut-être en parler, mais on a vraiment tous une responsabilité par rapport à ça. Oui, on a une responsabilité individuelle et après qu'on va pouvoir transposer dans notre travail. Après, effectivement, la communication responsable, dans un sens, ça peut être aussi une utopie puisqu'on va de toute façon polluer ou consommer de l'énergie. Donc, le meilleur moyen de ne pas polluer ou de ne pas consommer d'énergie, c'est juste de ne pas produire ou d'arriver à un geste zéro. Le premier déchet, le déchet le plus recyclable, c'est celui qu'on ne produit pas. Ça, c'est une phrase qui a été dite aussi, qui illustre bien ça. En fait, c'est qu'on va être obligé d'avoir un impact et c'est comment est-ce qu'on va pouvoir le minimiser ou le contrebalancer au maximum. Bien. Je vous remercie pour cette intervention très complète. Peut-être un mot pour finir, quelque chose. On peut proposer aux personnes qui sont présentes de vous contacter ensuite pour échanger. Moi, pour finir, je pense que ça, c'est très bien justement d'avoir un impact en tant qu'entreprise, mais aujourd'hui, on se sent un peu seul. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que tous les acteurs du métier réfléchissent ensemble, vraiment, qu'on se mette autour d'une table. C'est très bien je pense que la première démarche, c'est de commencer par soi, mais il y a sûrement des idées qu'on n'a pas eues, il y a sûrement une direction ou un chemin qu'on n'a pas repéré. Et ça peut se faire qu'en discutant tous ensemble, quoi. Via l'intermédiaire de e-colloques comme ça. Je trouve que c'est une super initiative, bravo. Mais voilà, si derrière certaines personnes souhaitent y réfléchir avec nous, n'hésitez pas à vous manifester, hein, ça serait super. Parce que pour ces sujets-là, on n'est pas du tout en concurrence, on est vraiment en collaboration. Il n'y a pas de compétition à la course de l'éco-responsabilité. Entendu. Super. Je vous remercie et puis à bientôt. Bonne fin de journée. Oui, à bientôt. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci à vous. Donc, petit à petit, en adoptant des gestes simples et en les accumulant, nous pouvons tous entrer dans une démarche éco-responsable. Cependant, vous l'aurez sûrement compris, de plus en plus de marques se revendiquent comme étant éco-responsables. Ce qui nous amène à notre troisième partie. Est-ce que nous assistons à un potentiel effet de mode ou est-ce une réelle volonté? C'est là toute la question et c'est là toute la subtilité de cette vision de l'avenir. Est-ce que selon vous, les marques adoptent une communication verte pour suivre une tendance? Nous avons posé la question à Hans Schlierer, professeur à l'EM Lyon Business School, spécialiste des notions de la communication responsable et de RSE. Pour répondre, il nous adresse un rapide bilan sur l'émergence de cette thématique. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un podcast. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour un podcast avec un professeur-chercheur dont la spécialité est la négociation internationale et en particulier la communication RSE. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question suivante. L'impact de la communication responsable, est-ce un effet de mode ou une réelle prise de conscience? Je lui laisse maintenant la parole. Bonjour et bienvenue à cette intervention sur le sujet la communication RSE. Je m'appelle Hans Schlierer, je suis professeur permanent à l'EM Lyon. Avant de rejoindre EM Lyon, j'avais une longue carrière dans le conseil au niveau international qui m'a amené très tôt, à savoir dans les années 80 du dernier siècle, dans des pays avec des environnements sociaux, disons au moins sensibles, si ce n'est que problématiques. Dans des pays comme, par exemple, le Mexique, mais aussi le Brésil, le Vietnam. Ce qui me sensibilise assez tôt sur l'impact que des entreprises, le monde économique a sur le monde social, essentiellement à l'époque. Quand je décide de faire une thèse doctorale,
Je choisis comme sujet la communication des entreprises. Donc, si vous voulez, les deux, ensuite m'amène au début des années 2000 de travailler avec pas mal d'entreprises, des directeurs de communication sur justement le sujet de la communication RSE. Vous avez fait des études sur le sujet, donc vous êtes un expert de la RSE. D'après votre expérience aujourd'hui, comment pouvez-vous affirmer qu'une entreprise fait bien de la communication responsable ? Alors pour ce faire, peut-être un rapide retour dans l'histoire. Dans les années 90, quand on regarde balbutiement quelque part de la communication RSE, il y a quelques entreprises, notamment celles qui sont sous pression suite peut-être à des scandales, qui se sont obligées de communiquer sur le sujet. Je prends un titre d'exemple, par exemple Nestlé, suite au scandale de la poudre de lait dans les pays en Afrique. Et de l'autre côté, vous avez quelques entreprises qui activement communiquent sur leur impact social, comme déjà à l'époque, par exemple, Danone communique sur leur responsabilité sociale, sur les actions qu'ils mènent. Mais en règle générale, on constate que les entreprises savent pas très bien communiquer là-dessus, malgré une montée de sensibilité ou de l'intérêt du public pour cela. Ce qui explique entre autres pourquoi, en 97, des entreprises, des chercheurs et des NGO se mettent autour d'une table pour réfléchir sur comment on peut structurer finalement la communication RSE, ce qui mène ensuite au GRI, à la fondation de GRI, donc le Global Reporting Initiative, qui établit donc des règles selon lesquelles on peut communiquer sur le sujet. Ces règles sont d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui quelque part la référence parce que encore aujourd'hui à peu près 75% d'entreprises orientent leur communication RSE sur le GRI. Mais ce qui est intéressant de comprendre, ces règles, le GRI est tout de suite critiqué vivement par des comptables. Alors maintenant vous allez dire pourquoi les comptables ? Ben parce que social accounting, les comptables réfléchissent depuis, c'est une longue tradition, sur factuellement comment on peut intégrer des valeurs non matérielles comme justement l'impact social dans la comptabilité des entreprises. Ce qui nous amène à deux éléments clés de la communication, c'est-à-dire typiquement le lien entre les mots, la communication et les faits, la réalité. Et en même temps, de quelle façon on peut le vérifier, quelle est la véracité de ce qui est communiqué. Ce lien entre les mots et les faits, si ensuite ça tombe pas ensemble, on constate qu'il y a typiquement le problème de découplage ou ce qu'on appelle le bullshitting. Et le deuxième élément aussi qui arrive très tôt dans la critique vis-à-vis du GRI et de la communication RSE, c'est ensuite sur la transparence ou la pertinence de l'information communiquée. De quelle façon ça reflète vraiment la réalité? Ou typiquement, je pourrais dire en boutade, dans la Bible il était écrit « tu ne mentiras point », mais il n'était pas écrit « tu diras la vérité ». Et c'est exactement le problème ensuite qui se pose dans le reflet de la réalité. C'est typiquement greenwashing. Je parle ô combien je suis bon sur tel et tel point et j'occulte complètement que j'ai d'autres impacts qui sont très néfastes et nuisibles pour l'environnement social et environnemental. Et c'est pour moi un des éléments clés ensuite avec quelle transparence une entreprise communique aussi là-dessus. On aimerait bien vivre dans un monde parfait, mais la RSE, c'est jamais ensuite de dire c'est parfait. Non, c'est ensuite où est le problème et de quelle façon on se challenge en tant qu'entreprise pour améliorer ça. Années 90, qu'est-ce qui se passe? Sensibilité accrue qui mène à des réglementations de la part des législateurs de plus en plus contraignantes. Donc, petit rap 2002-2003, en France, NRE, qui oblige les entreprises cotées en bourse de communiquer sur leur impact social et environnemental. De plus en plus, les entreprises sont obligées de communiquer sur le sujet. Mais qu'est-ce que je constate personnellement travaillant avec des entreprises? La RSE d'abord est rattachée donc à la communication financière et institutionnelle. Dans ces années, on n'a pas vraiment des spécialistes de la question. Donc, les communicants courent toujours à la récolte d'informations à communiquer. Mais très souvent, il n'y a pas de stratégie de communication ou de stratégie RSE. Et très souvent, c'est une seule
communication unidirectionnelle. C'est-à-dire, c'est l'entreprise qui ensuite communique un package, un rapport écrit ou sur la page web, pas vraiment une intégration des parties prenantes ou d'un dialogue social. Aujourd'hui, on est où? La sensibilité du public a continué à monter par rapport à l'impact environnemental et social des entreprises. La pression des législateurs a augmenté, mais de l'autre côté, les entreprises aussi ont mieux structuré leur démarche RSE. Aujourd'hui, vous trouvez des spécialistes de la RSE et qui savent ensuite comment s'y prendre. Et aujourd'hui, pour toutes les entreprises, c'est clair, il faut communiquer sur la RSE. La communication RSE ou responsable ne peut plus être considérée de nos jours comme étant un simple effet de mode. Certainement plus. Et toutes les entreprises ont surtout aussi intégré un élément qui a changé ces derniers 20 ans, c'est la rapidité avec laquelle des réseaux sociaux réagissent sur des éléments de l'impact social. Je vous rappelle tout simplement, l'année dernière, le rachat de Bayer de Monsanto crée très rapidement une communication virale qui conduise ensuite à la destruction de la valeur sociale, surtout de cette entreprise. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, ça a accru. Il y a en même temps aussi de plus en plus des investisseurs qui regardent là-dessus. D'autres entreprises aussi. De plus en plus, vous avez aujourd'hui des appels d'offres, par exemple, qui obligent les entreprises de réagir et de communiquer sur qu'est-ce qu'ils font en termes de politique RSE. Ça mène aussi, aujourd'hui, vous avez une multiplicité de labels, d'index, etc. Pour conclure, j'aimerais revenir peut-être sur 3 points qui m'intéressent aujourd'hui. La première question, c'est très clair. Est-ce que la RSE est ancrée au top management, oui ou non? Si la RSE en termes de stratégie et de politique n'est pas représentée au top niveau, pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je regarde, c'est est-ce que la stratégie RSE est directement liée au business model de l'entreprise même. Si ce n'est pas le cas, c'est typiquement pour moi ensuite greenwashing ou d'autres choses, mais ça ne touche donc pas à ce que l'entreprise fait. Et troisième chose que je regarde, c'est l'implication de la totalité de l'entreprise, à savoir notamment des employés. Si ce n'est pas partagé par les employés, s'il n'y a pas ensuite à l'intérieur, ensuite des projets qui émergent, l'implication des employés, ça veut dire rien d'autre comme dans les années 2000. Bah oui, on a un département RSE, hein, il s'en charge de ces questions-là. Ce qui veut dire que moi, je peux ensuite ne pas m'en occuper de cela. Troisième élément, c'est pas que l'implication de l'entreprise, mais aussi, bien évidemment, comment l'entreprise ensuite rentre en dialogue avec les parties prenantes. Donc vraiment, écoute les questions pour répondre, pour prendre sa responsabilité sociale et environnementale. J'espère de vous avoir donné quelques éléments, peut-être aussi des pistes que vous pouvez poursuivre vous-même pour peut-être aussi poser des questions, vous, à l'entreprise que vous souhaitez intégrer. De quelle façon cette entreprise se positionne par rapport à ce sujet-là, de quelle façon elle répond socialement responsable. Merci beaucoup et bonne continuation. Au revoir. Voilà, merci à vous. Alors, donc, essentiel selon Hans Schlierer pour juger de la sincérité d'une stratégie responsable. Si ces points ne sont pas respectés, on peut alors dire que l'entreprise en question tombe dans le greenwashing. Mais qu'est-ce que le greenwashing? Comment déceler ce mécanisme marketing? Eh bien, c'est ce que nous vous proposons de faire en vous donnant quelques clés tout de suite. Le terme greenwashing est apparu au début des années 1990. C'est une contraction de l'expression anglaise brainwashing, comprendre lavage de cerveau et du mot green, vert. Ce phénomène se nomme aussi, sans anglicisme, verdissage ou éco-blanchiment. Concrètement, on parle de greenwashing lorsqu'une entreprise s'approprie faussement des valeurs écologiques et responsables dans le but d'orienter ou de manipuler l'esprit du consommateur et donc de l'inciter à l'achat. En somme, la marque embellit, voire dénature totalement son positionnement initial à travers un message publicitaire pour donner une meilleure image d'elle. Aujourd'hui, le regard porté par les consommateurs sur la publicité et le marketing est exigeant et surtout aguerri. Il s'enquiert des engagements et de l'éthique de la marque, de la composition des produits, de leur impact sur l'environnement. Il est donc tentant pour l'annonceur d'opter pour la facilité, en trichant, exagérant
ou au contraire en dissimulant certaines informations compromettantes. L'entreprise doit donc veiller à ne pas prêter le flanc à la critique de ceux qui pourraient l'accuser de devenir producteur d'éthique, comme le dit Anne Salmon dans son ouvrage « Moraliser le capitalisme ». Pour lutter contre le greenwashing, il faut peut-être commencer par comprendre et reconnaître ses codes et mécanismes pour ne pas tomber dans le piège. Voici 7 techniques publicitaires trompeuses et récurrentes. Numéro 1. Le verre est notre ami. La plus évidente, pourtant, celle qui continue de nous tromper malgré nous. Pour donner l'impression que le produit est sain, on utilisera des couleurs douces, pastel, qui connotent la santé, l'hygiène, la bonne humeur, en bref, l'honnêteté. Le vert est bien sûr de rigueur, mais aussi toute nuance et sémantique évoquant la nature. Cela comprend aussi des images des fruits de la nature, dans tous les sens du terme. Le greenwashing agit sur tous les éléments qui composent le produit. Le choix du nom et du slogan, les couleurs du logo, du packaging et même sa matière. Numéro 2. La technique dite de la compensation. Le principe consiste à mettre en avant des actions stratégiques pour en cacher d'autres, pour compenser les mauvaises. Le problème est que, bien souvent, le bénéfice valorisé est minime face à la production globale. La compensation est donc plutôt imaginaire et n'a pas de véritable valeur ajoutée. Il ne s'agit pas de faire mieux, mais de faire moins pire. Numéro 3. Le sang n'est pas innocent. Il n'est pas rare de trouver la mention « sans quelque chose » à propos de la composition de nombreux produits. N'est-il pas surprenant de valoriser un produit en vantant ce qu'il n'a pas ? Si l'absence de l'élément en question est bien réelle, il n'en reste pas moins que cette technique a pour but d'empêcher le consommateur de regarder par lui-même la composition globale du produit, et d'y trouver à coup sûr d'autres substances nocives et contraires au respect de l'environnement. Numéro 4. À base de... pas grand-chose. À base d'extrait naturel de. Cette formule plus que trouble est bien pratique. Elle permet de prôner l'ingrédient qui arrange le plus la marque, sans pour autant donner d'informations sur sa quantité, qui d'ailleurs est souvent infime comparée aux autres, ni sur sa provenance, ni sa qualité, ni bien sûr sur les autres composantes, qui sont pourtant bien plus présentes. Dans la même optique, on jouera sur les proportions visuelles, en augmentant celle des ingrédients à mettre en valeur, de sorte à insinuer que la taille de l'élément est fidèle à sa quantité dans le produit. Numéro 5. Le jargon de l'écologiste en carton. L'emploi d'un vocabulaire évocateur du respect de l'environnement est souvent utilisé de manière abusive et maintient le consommateur dans le flou. On trouve alors des mots et formulations imaginaires, comme technologie power green ou éco-efficacité. Numéro 6. La métonymie. Le principe de cette figure de style est d'utiliser un mot pour en remplacer un autre, considéré comme semblable. On dit communément « boire un verre », mais on boit en réalité son contenu, pas le verre. Ainsi, grâce à une campagne de communication vantant une bonne action de la marque, elle entend associer la valeur de ce geste à son identité. Notre campagne est éco-responsable, signifie en réalité « nous sommes éco-responsables ». Enfin, numéro 7, l'auto-labellisation. Il arrive que des marques s'octroient par elles-mêmes des labels faussement écologiques qu'elles créent de toutes pièces, faute de pouvoir en recevoir des vrais. Certaines marques sont bien connues pour utiliser les techniques citées précédemment, d'autres un peu moins. Elles revendiquent leurs produits naturels et jouent sur la sémantique. Cependant, l'analyse de leur composition ne s'avère pas aussi saine que prédit. On retrouve des ingrédients issus de la pétrochimie ou des produits de synthèse. Elles tentent d'induire le consommateur en erreur en empruntant les codes des produits bio et labellisés. Elles diversifient leur gamme de produits pour être en accord avec les besoins du consommateur, en prétendant respecter notre écosystème, tout en détruisant les espaces naturels des populations, en utilisant des substances nocives pour l'homme comme pour l'environnement, ou des contenants polluants. Le respect de l'environnement n'est pas le seul moyen de plaire aux consommateurs, qui est également sensible à l'aspect social de l'entreprise. On voit apparaître un dérivé du greenwashing, le social washing, qui vise à camoufler des mauvaises pratiques managériales ou des ressources humaines, voire l'absence totale d'une stratégie RSE dans une entreprise.
On constate alors un écart entre le discours de la marque et les actes réels en interne. Aujourd'hui, les consommateurs ne sont plus dupes et sont de plus avertis des risques par les ONG. En 2008, les prix Pinocchio du climat sont créés par la Fédération des Amis de la Terre France afin de récompenser avec ironie les campagnes de communication accusées de greenwashing. Si ce genre d'initiative ne permet pas d'éradiquer le phénomène, il a au moins l'avantage de mettre en lumière ces faux acteurs de l'écologie, d'informer les consommateurs et peut-être de dissuader d'autres entreprises de faire de même. Voilà, grâce aux quelques points que nous venons de vous présenter, vous deviendrez des as et reconnaître le greenwashing sera désormais un jeu d'enfant pour vous. Face à la montée en puissance des thématiques écologiques et sociétales, il est peut-être tentant de rejoindre le mouvement pour des raisons plus commerciales qu'éthiques. Nous allons maintenant aller plus loin avec notre dernière intervenante, Alex Carmona, qui a fondé son agence en freelance, l'agence Solia, depuis 4 ans. Elle est spécialisée dans la communication digitale responsable et le marketing éthique. Elle nous vient en aide pour dresser les perspectives d'avenir en matière de communication responsable. Sous le nom de l'agence Solia, sa mission est d'accompagner les structures éthiques de l'ESS pour les aider à se développer. Pour cela, elle les aide à définir une stratégie marketing responsable et à construire une communication éthique. Bonjour. Hello. Vous nous entendez bien? Oui, et vous? Oui, très bien. Je vous propose de commencer par vous présenter. Yes, avec plaisir. Du coup, je suis Alex Carmona, donc je suis consultante en communication responsable et marketing éthique, dans le sens où en fait je travaille uniquement avec des structures de l'ESS. L'ESS, c'est l'économie sociale et solidaire. Et je travaille avec elles et avec eux sur leur stratégie de marketing pour faire quelque chose d'un peu plus éthique, justement. Entendu, merci. Mon petit dos me dit que vous nous avez préparé quelque chose. Est-ce que vous souhaitez nous le montrer à présent? Oui, je vais juste vous expliquer un petit peu plus ce que je fais. Et puis comme ça, si jamais après vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, et ben, du coup dans le chat, je suppose, et puis toi, vous pourrez combler tout ça. Parfait. Top. Du coup, en fait, au début, quand vous m'aviez contacté, c'était pour parler de l'avenir de la communication responsable. Et quand je pense au futur de la communication en général, communication et marketing, en fait, c'est une de mes plus grandes peurs qu'on ne prenne pas conscience du pouvoir qu'on a en tant que communicant et communicante. Et je trouvais que c'était important en fait, de vous détailler comment est-ce que concrètement, est-ce que ça se traduit au quotidien. Et du coup, comme tu le disais, ça fait 4 ans que je suis spécialisée sur la communication responsable et le web marketing éthique. Et je suis spécialisée dans le fond et la forme. Donc, comme je vous ai dit dans le premier sens, c'est que je ne travaille en fait qu'avec des structures de l'ESS, avec des valeurs ou un impact positif, on les appelle comme on veut, mais je ne vais pas travailler avec certaines structures. Et petite parenthèse, oui, j'ai déjà eu un prospect qui m'a dit ouvertement qu'il était raciste en plein rendez-vous, donc autant vous dire qu'on n'a pas travaillé ensemble. Donc en premier dans le choix de mes clients et clientes, et en deuxième temps dans la manière dont je travaille. Et pour cela, je m'appuie sur mes 4 piliers éthiques. On a le premier qui est de rendre autonomes mes clients et clientes, les sensibiliser à une communication responsable. En deuxième, d'être inclusif, de promouvoir la diversité. En 3, de faire du marketing organique et durable. Donc ça revient à ce que vous disiez qui était vraiment super top, avec le besoin d'être authentique, plus dans une démarche d'inbound marketing plutôt que de publicité très agressive. Et du coup, le dernier pilier qui est de faire de la communication responsable et éco-conçue. Donc je résume ça par faire moins et mieux. Et du coup, par rapport à tout ça, j'ai de quoi m'occuper tous les jours et j'ai des super clients et clientes qui sont tout autant investis que moi et qui y croient. Donc, c'est bien en fait qu'il y a un intérêt dès aujourd'hui, et qu'il y en a eu un il y a déjà un petit moment, pour la communication responsable. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'apparaître dernièrement. Et du coup, franchement, quand je vois les communications qui sortent, les publicités qu'on nous impose dans la rue, vraiment, il y a de quoi faire. Et il y a de quoi faire parce que du coup, comme vous l'avez dit, la com responsable, ce n'est pas juste éco-responsable. C'est aussi le choix de la stratégie et du message avant même de parler de comment est-ce qu'on va créer ces contenus. Et c'est aussi se demander, je crois que la première agence en a parlé, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'envoyer ce mail à 2000 adresses? Est-ce que ces 2000 personnes sont vraiment intéressées par ce que je dis?
Donc j'ai des clients et des clientes qui sont OK pour pas mettre de formulaire sur leur site web, par exemple, parce qu'un mail, ça répond très bien aux besoins et que ça demande moins de ressources. Et il y a aussi en fait tout le côté social qui est à prendre en compte. Et c'est d'ailleurs probablement un des plus simples à mettre en place. Et je voulais prendre le temps d'appuyer ça parce que tout le monde peut mettre en place dès maintenant. Dès maintenant, on peut agir sur les messages et les publicités qu'on produit. On peut dès maintenant se poser 2 secondes et réfléchir aux valeurs qu'on est en train de transmettre en fait. Donc typiquement, c'est dès demain, j'arrête de photoshopper à tout va pour faire des corps qui sont improbables et qui ressemblent à rien. On peut aussi arrêter de s'exprimer avec des mots non genrés pour pouvoir parler enfin à toutes et à tous. Dès demain aussi, on peut décider que non, on n'a pas besoin de mettre des femmes extra fines, extra blanches à poil dans la rue pour vendre n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vous parle de ça, parce que même en Thaïlande ou à Taïwan, où je suis en ce moment, ou du coup, donc c'est en Asie du Sud-Est, hein, on utilise en fait des femmes blanches dénudées pour vendre des produits. Donc autant vous dire que c'est encore moins représentatif de la population ici et qu'une jeune taïwanaise aura encore plus de mal à s'identifier ou plus de mal à vivre en fait cet idéal qui va être inatteignable pour elle. Donc c'est ça le problème aujourd'hui pour moi. Par rapport aux enjeux de demain, comme vous demandiez, pour moi c'est les 3 piliers du développement durable. C'est l'harmonie entre le social, l'écologie et l'économie. Et d'ailleurs c'est les seuls 3 piliers à peu près où le monde entier est à peu près d'accord. Donc pour moi c'est sur ça en fait que je vais travailler avec mes clients et clientes. Ça va être à sauver la planète et les êtres vivants du mieux possible, essayer d'impacter le dysfonctionnement de notre société et ne pas pousser à la surconsommation de produits inutiles. Donc, on retrouve bien ces 3 piliers. Et c'est de là, en fait, que vient ma propre charte éthique que j'ai conçue quand j'ai démarré en 2017. Donc, c'est vraiment penser à sauver la planète, entre guillemets, avant de penser com et vente à tout prix, et chercher à être le plus inclusif possible, à représenter la vraie diversité, avoir une représentation qui soit égalitaire, antisexiste, non genrée et antiraciste. Et surtout, un enjeu pour nous toutes et tous, et vous avez fait une super intro, c'est d'être vigilante justement face au greenwashing, comme je le vois de plus en plus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la com responsable et le marketing éthique, c'est comme la nourriture bio, en fait, ça devient à la mode, comme vous l'avez dit juste avant. Et ça devient aussi à la mode chez les entreprises, mais aussi chez les pros de la com, agences ou freelance, qui voient en fait qu'il y a un intérêt et moyen d'avoir un peu plus de clients ou de clientes. Et alors que, comme vous l'avez dit, dans les 2 cas, c'est juste pour se faire plus de CA. C'est pas une démarche qui est vraiment authentique et honnête. Et c'est comme dire qu'on va faire une bonne action pour contrebalancer le négatif qu'on fait à côté. Carrefour qui reverse un pourcentage à une asso. C'est du greenwashing aussi. C'est détourner l'attention pour redorer son image. Mais on a quand même le problème négatif à la base qui n'est pas réglé. Donc pour finir, si vous devez juste retenir une chose de mon blabla, c'est que comme le disait Seth Godin, les marketeurs et marketeuses ont un grand pouvoir et c'est à elles et à eux de raconter des histoires. Donc il faut vraiment que vous soyez vigilante aux messages que vous recevez et que vous envoyez tous les jours. Et je vous encourage vraiment à développer votre esprit critique dès maintenant. Parce que du coup, c'est possiblement vous qui allez continuer ensuite tout ce travail. Super, merci. Il serait dommage de ne retenir qu'une chose de ce que vous avez dit parce que c'était vraiment très enrichissant et très intéressant. Donc, on va essayer de retenir un maximum. Mais c'est vrai que cet axe d'évolution est vraiment particulièrement important à prendre en compte puisque c'est comme ça qu'on pourra aller vers du mieux à l'avenir. Et ça tient à chacun d'avancer en ce sens. Je pense qu'on est tous assez concernés pour y mettre des efforts. Je vous propose dès à présent de réagir via le chat et de nous poser vos questions afin que nous puissions y répondre dès à présent. En tout cas, vous avez suscité beaucoup d'intérêt, hein, c'est un succès, de l'admiration aussi. J'ai encore plus d'infos si vous voulez sur le blog parce que du coup j'ai fait d'autres contenus parce que j'avais un temps très réduit, mais j'ai tellement de choses à partager. Donc, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. On vous met le lien dans le chat tout de suite. Puisque il y a quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on peut vous aider. Aidez-moi. Je pense qu'il appartient à chacun d'ajouter sa pierre à l'édifice, en fait. Je vais mettre le lien d'un coup. Et il y avait une question qui était intéressante qu'on m'avait posée. Je vais juste couper ton micro. Merci, parce que j'ai le
C'était est-ce que tout le monde est concerné et est-ce que tout le monde peut faire du marketing éthique ou de la com responsable? Et logiquement, en fait, oui, tout le monde pourrait en faire et tout le monde est concerné parce que l'outil, la communication et le marketing, ça reste un outil qui est neutre à la base. Donc, c'est vraiment bon ou mauvais selon ce qu'on en fait. J'avais donné dans une conférence précédente l'image d'une pastèque. La com et le marketing, c'est une pastèque, donc c'est juste un fruit qui est neutre. Et c'est à nous de choisir ce qu'on en fait. Soit on le coupe et on nourrit des gens avec, soit on le jette sur quelqu'un. Et du coup, ça n'a pas vraiment le même impact. Et donc, logiquement, oui, tout le monde pourrait faire du marketing éthique ou de la communication responsable. Et tout le monde devrait le faire. Mais il y a quand même des secteurs et il y a quand même des entreprises où c'est compliqué. Parce que, comme le disait en fait la personne dans le podcast juste avant, il y a vraiment besoin d'être aligné à 100%. Il faut vraiment que ce soit une démarche qui est authentique, qui soit alignée avec les valeurs et cohérente en fait, cohérent avec les valeurs de toute entreprise. Et d'ailleurs, avec le Covid dernièrement, on a très bien vu que des entreprises avec un but qui n'était pas forcément éthique ou responsable à la base, elles étaient totalement capables en fait de switcher complètement et de faire quelque chose qui soit socialement un impact positif en fait. Donc c'est possible en fait de faire ce tournant-là et d'être plus éthique, plus responsable. Je pense que le mot qu'on gardera sûrement de ce webinaire sera la cohérence, puisque tous les professionnels que nous avons reçus aujourd'hui, peu importe vos horizons et le travail que vous faites au quotidien, ça a été le mot important aujourd'hui, de la cohérence entre les actions de l'entreprise, dans l'entreprise, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise, en tant que personne et en tant que salarié. Je regarde si on a encore quelques questions. On a une question. Sur les entreprises internationales. Oui, je pense que c'est ça la dernière question. Oui, personnellement, je travaille, vu que du coup je suis digital nomade, donc je voyage en travaillant. Du coup, j'ai certaines entreprises à l'international et je pense que c'est tout à fait possible de travailler avec cette démarche-là, avec des personnes à l'international, parce que c'est une démarche qui concerne la planète entière, en fait. C'est des choses qu'on doit vraiment mettre en place pour tout le monde. Après, il y a juste la notion de culture, où il y a des personnes, mais même au sein des clients et clientes français et françaises, hein, il y a des personnes qui vont être sensibilisées de base et d'autres non. Du coup, il y a un travail de pédagogie qui est à faire en amont. Mais international ou pas, ça n'a pas d'impact pour moi. Et ils sont tout autant concernés. Très bien. Je vous remercie pour cette intervention qui était très intéressante. Je pense que plus d'un iront consulter votre blog aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je ne sais pas quelle heure il est à Taïwan. Je ne sais pas si vous faites bonne nuit, bonne journée, bon appétit. 19h, je vais... Alors, bon appétit et bonne soirée. Merci à vous. Au revoir. Voilà. Donc, le webinaire touche à sa fin. C'était assez dense et c'est un sujet complexe sur lequel il y aurait encore tellement de choses à dire. Alex évoquait juste avant le fait d'être digital nomade. C'est aussi un grand volet qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, mais que nous aurions aimé aborder. À travers les quelques vidéos que nous vous avons présentées, plusieurs problématiques ressortent et nous avons tenté de vous donner la meilleure expertise possible. Et nous espérons avoir répondu à un maximum de questions et vous avoir donné des pistes intéressantes pour des petits gestes à l'avenir. Nous allons passer à présent aux remerciements. Et avant de se quitter, je tiens à remercier au nom de tout le monde, toutes les personnes qui nous ont permis de mener à bien ce projet que nous avons élaboré depuis plusieurs mois et qui, il est important de souligner, a été très perturbé par la récente crise du Covid-19, puisque cet événement devait se tenir physiquement au départ et non digitalement. Donc nous remercions tout d'abord nos intervenants, Gaëlle Brière de l'agence Muscade, Paul Fresnel et Julien Maurice Chevalier de Pilotine, Anne Schlierer de l'EM Lyon Business School et enfin Alex Carmona qui vient de nous quitter de l'agence Solia. Pilotine et son capitaine, Monsieur Julien Deremaux, nous tenons également à vous remercier pour nous avoir permis d'utiliser la plateforme Livestorm. Nous remercions également notre consultant Pierre-Thomas Guillot pour ses conseils tout au long du projet. Merci à Barbara Arsenault pour son expertise dans la réalisation des vidéos. Merci à tout le personnel de l'ISCPA, notamment Patrick Girard et la directrice Isabelle Dumas. Nous remercions les chefs de projet et les chefs de pôle tout court, ainsi que tous nos camarades du Mastercom pour leur implication. Personnellement, je tiens à remercier tous ceux qui aujourd'hui sont présents physiquement pour me permettre de donner
le meilleur et de vous offrir le plus bel événement possible. Vous ne les voyez pas, mais ils applaudissent silencieusement. Et enfin, nous remercions toutes les personnes de notre entourage qui nous ont donné un coup de main de près ou de loin, en soutenant, en partageant, en relayant et en faisant jouer leur réseau. Et enfin, vous, derrière votre écran, nous vous remercions parce que si vous ne vous étiez pas connectés, eh ben, nous ne serions pas là. Donc, j'espère que vous avez passé un beau moment, appris des choses en notre compagnie et que la com responsable n'a plus de secret pour vous. Je vous souhaite une bonne journée sous cette chaleur, buvez de l'eau et à bientôt.